Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, cette présentation sera consacrée à l'étude de courants alternatifs sinusoïdales. Alors, pour le contenu de cette présentation, on va voir dans un premier temps courant alternatif sinusoïdal. Alors, on va étudier donc qu'est-ce que l'intensité efficace et la valeur moyenne de courant et de T. Alors, on passera ensuite à la représentation complexe et de Fresnel. Alors, donc, on commence par des rappels sur les nombres complexes. Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale, impédance complexe d'un dipôle et la représentation de Fresnel. Alors, dans le troisième chapitre, on va voir donc les circuits électriques en régime quasi-stationnaire, cas des circuits sinusoïdaux. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que le déphasage entre deux grandeurs sinusoïdales. L'étude des éléments passifs en courant alternatif, en particulier donc un circuit ne comprend aucune résistance pure, un circuit ne comprend aucune capacité pure et un circuit ne comprend aucune inductance pure. Alors, courant alternatif sinusoïdal, on va commencer par la définition d'un courant alternatif. Alors, un courant alternatif est un courant électrique, souvent périodique, qui change de sens 2 fois par période, c'est-à-dire que les charges électriques se déplacent alternativement dans un sens puis dans l'autre. Alors ici, on a représenté donc courant alternatif alors de forme sinusoïdale. On peut avoir d'autres formes, par exemple donc un signal carré, on peut avoir un signal triangulaire, également un signal qui a la forme d'un si. Alors donc, ici pour le courant sinusoïdal, T c'est, vous voyez, c'est la période. Donc ça c'est la demi-période et ça c'est l'autre demi-période. Ici c'est l'alternance positive. Ici c'est l'alternance négative. Alors le courant électrique donc il change 2 fois par période. Ça veut dire ici vous avez donc le maximum. Ici vous avez le minimum. Ça veut dire que les signaux ils changent de sens 2 fois par période, c'est-à-dire que les charges électriques se déplacent alternativement dans un sens puis dans l'autre sens. Alors T, c'est la période donc qui suit entre deux maximums. Alors c'est ici ou bien c'est le cas ici. Donc c'est la période, il s'exprime en secondes. F est égal à 1 sur T. Alors c'est la fréquence qui s'exprime en Hertz. Alors, un courant alternatif est sinusoïdal lorsque son intensité est en fonction sinusoïdale de temps, comme le montre également cette figure. Alors, I égale à I de T est égal à I M sinus oméga T plus phi, ou encore I égale à I de T égale à M cos oméga T plus phi. Donc, un courant alternatif sinusoïdal peut être exprimé soit par la fonction sinus ou bien cosinus. Alors, I qui est égal à I de T, c'est la valeur instantanée de courant, et M constante appelé amplitude de courant, bien c'est la valeur maximale de courant, c'est sa valeur maximale. Oméga, alors c'est la pulsation de courant, il y a la fréquence par oméga égale à 2pf, et puis la phase à t égale à 0, bien ce qu'on appelle c'est l'angle de phase. Alors intensité efficace, alors la valeur efficace d'un courant alternatif, il est défini par I efficace égale à la racine de 1 sur t, l'intégrale entre 0 et t de E carré dt. Alors, pour E de T est égal à M sinus oméga T plus phi, alors on calcule le carré de la valeur efficace de courant, et au carré efficace égale M carré sur T, l'intégrale entre 0 et T sinus carré oméga T plus phi dt. Alors, pour calculer cette intégrale, il faut alors expliciter le sinus carré, ça veut dire donc d'écrire sinus carré en fonction alors de cosinus. Alors, l'expression c'est de 1 moins cosinus de 2 oméga T plus phi. Donc, il faut enlever, se débarrasser de 2 carrés. Donc, sinus E carré de oméga T plus phi est égal à 1 moins cosinus de 2 oméga T plus 2 phi. Alors, en remplaçant, on obtient I au carré efficace égale à M carré sur dt, l'intégrale entre 0 et T de 1 moins cosinus de facteur oméga T plus phi dt. Alors, donc, l'intégrale de dt, c'est T. L'intégrale de cosinus de oméga T plus 2 phi, c'est 1 sur 2 oméga, sinus de 2 oméga T plus 2 phi. Alors, on obtient finalement I au carré efficace égale à M carré sur dt, T, moins 1 sur 2 oméga, sinus de 2 facteurs oméga T plus phi entre 0 et T. Alors, donc, en remplaçant les bornes d'intégration, on obtient ici F carré et au carré efficace égale à M carré sur dt, grand T, c'est la période, moins 1 sur 2 oméga, sinus de 2 oméga grand T plus phi, moins
Alors, pour le 0, donc t c'est 0. Ici, ça va donner plus 1 sur 2 oméga sinus de 2 phi. Alors, on sait que t est égal à 2pi sur oméga. Donc, ça implique que t oméga est égal à 2pi. Donc, alors on obtient ici, donc sinus de 2 oméga t plus 2 phi est égal à sinus de 4pi. Donc ici, 2t oméga égale à 4pi. Et la fonction sinus, il est périodique de période 2pi. Donc sinus 4pi plus 2 phi égale à sinus de 2pi plus 2 phi égale à sinus de 2 phi. Alors en remplaçant dans cette expression, donc on va obtenir moins 1, 2 sur 2 oméga sinus de 2 phi plus 1 sur 2 oméga sinus de 2 phi qui est égal à 0 et par conséquent e carré de e efficace égale donc à m carré grand T sur dt. On simplifie par grand T et on obtient e au carré efficace est égal à m carré sur 2, ce qui implique que e efficace est égal à m sur la racine de 2. Alors valeur moyenne de e de T. Alors, l'intensité moyenne de courant E de T, c'est E moyenne égale à E de T est égal à 1 sur T, l'intégrale entre 0 grand T et T dt. En remplaçant E de T par son expression, donc c'est EM sinus oméga T plus phi. Donc, en intégrant, alors l'intégrale sinus c'est moins 1 sur oméga cosinus de oméga T plus phi. Donc, on va remplacer donc T par grand T. Alors, ça donne donc c'est moins 1 sur oméga cosinus de oméga T plus phi, moins avec le moins, donc plus 1 sur oméga cosinus de phi, pour t égale à 0. Or, oméga t, comme on l'a déjà exprimé, égale à 2pi, donc cosinus de 2pi plus phi est égal à cosinus phi, donc, alors on obtient donc moins 1 sur oméga cosinus phi, plus 1 sur oméga cosinus phi, ce qui est égal à 0. Par conséquent, l'intensité moyenne de courant sinusoïdal égale à 0. Alors, on passe à la représentation complexe et de Fresnel. Alors, on commence par des rappels sur les nombres complexes. Alors, soit un point M de plan complexe de coordonnées A, B, comme le montre cette figure, et c'est M de coordonnées A, B. Alors, la fixe de point M, alors est notée Z qui est égal, c'est le nombre complexe Z qui est égal à A plus GB. Alors, Z est égal à A plus GB. Alors, ça, c'est la forme algébrique ou bien c'est la forme cartésienne. Alors, OA, ça représente, c'est la partie réelle, et B, c'est la partie imaginaire. Alors, ici, donc, sur cette représentation, on a Z qui est égal à A plus GB. Alors, l'axe des X, c'est l'axe des réels, l'axe des Y, c'est l'axe des imaginaires. Alors, sur l'axe des réels, ici, on a représenté Z coordonnée, c'est A, donc c'est sa partie réelle, B, c'est sa partie imaginaire. Alors, on a l'habitude de représenter, donc, alors, le nombre complexe I. Alors, c'est I, donc avec I carré est égal à moins 1. Alors, mais ici, comme on exprime le Coran, il est exprimé par la lettre I, donc, on va utiliser, donc, au lieu de I, on va utiliser le G avec G I carré moins 1 pour ne pas confondre le G avec le Coran I. Alors, ça, c'est la formule de l'air qu'on va utiliser. Expansion G θ, c'est cos θ plus G sinus θ. Expansion moins G θ, c'est cos θ moins G sinus θ. Alors, donc, on peut exprimer cette forme de nombre complexe Z qui est égal à A plus GB, la forme cartésienne ou la forme algébrique. Alors, on a une autre forme trigonométrique ou forme polaire. Alors, Z est égal à A plus GB, donc est égal à R fois cos θ plus J sinus θ, avec R, bien sûr, c'est le module de Z. Alors, en utilisant la formule de l'air, on obtient Z égale à R exponentielle Gθ, qui est égal au module de Z exponentielle Gθ. Donc, ça, c'est la forme polaire. R et θ sont les coordonnées polaires. Alors, comme le montre cette figure Z, alors ça, c'est le module de Z, ça, c'est θ. Donc, ça, c'est A, coordonnée A, donc ça désigne la partie réelle ici de la forme algébrique de Z. Alors B également, c'est la partie imaginaire de Z. Donc ça, c'est la forme polaire. Alors donc, il faut déterminer Z. Alors la valeur de Z est déterminée à partir de la forme algébrique. Module de Z, c'est la racine de Z, Z étoile est égale à la racine de A carré plus B carré. Alors θ, c'est l'argument de Z. Donc, θ, il est déterminé par tangente de θ est égal à B sur A. Donc, c'est la partie
imaginaire de Z sur la partie réelle de Z. Alors, comme le montre cette figure, ici, donc, tangente de θ est égal à B sur A. Alors, ce qui implique que θ égale l'argument de Z est égal à l'arctangente de B sur A. Donc, l'argument de Z est égal à l'arctangente de la partie imaginaire CB sur la partie réelle de Z, avec argument de Z qui varie entre moins P et P. Alors, on va passer à d'autres propriétés de nombres complexes. Alors, soit Z1 est égal à 1 plus GB1 et Z2 est égal à A2 plus GB2. Alors, le module de Z1 fois Z2 est égal au module de Z1 fois Z2. Alors ici, si vous avez par exemple un nombre complexe qui s'écrit comme produit de deux nombres complexes, donc vous n'avez pas besoin d'effectuer le produit. Alors directement, vous écrivez le module de Z1 fois Z2 est égal au module de Z1 fois le module de Z2. Donc sans passer à calculer le produit Z1 fois Z2. Alors il y a la même chose ici, l'argument de Z1 Z2 égale l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. Le module de Z1 sur Z2, donc c'est le module de Z1 sur le module de Z2. Donc ici, vous n'avez pas besoin de calculer le rapport Z1 sur Z2, vous pouvez faire le modèle directement égal modèle de Z1 sur Z2, c'est le modèle de Z1 sur Z2, également l'argument de Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Alors pour A positif et B positif, alors l'argument de A plus GB est égal à la tangente de B sur A, comme le montre cette figure. Donc A positif et B positif. Donc, l'argument de A plus GB de Z qui est égal à A plus GB est égal à la tangente de B sur A. Alors, la tangente de A moins GB, donc est égal à moins la tangente de B sur A. La tangente de moins A plus GB, donc est égal à pi moins la tangente de B sur A. Et la tangente de moins Z, c'est-à-dire la tangente de moins A moins GB est égal à pi plus la tangente de B sur A. La représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale. Alors, soit un signal sinusoïdal, tel que x de t est égal à xm cos oméga t plus phi. Alors, ça, on peut, par exemple, avoir x de t est égal à i de t qui est égal à em cos oméga t plus phi, ou x de t est égal à la tension, e de t est égal à em cos oméga t plus phi. Donc, d'une manière générale, soit un signal sinusoïdal, x de t est égal à xm cos oméga t plus phi. Alors, on peut lui associer donc une grandeur complexe. Notez x bar de t qui est égal à xm exponentielle g oméga t plus phi. Alors, qu'on peut l'écrire, c'est xm exponentielle g oméga t fois l'exponentielle g de phi avec x de t qui est égal à la partie réelle de x de t. Alors ici, x bar de t, c'est xm cos oméga t plus phi plus xm g sinus oméga t plus phi. Donc la partie réelle de x bar de t, c'est xm cos oméga t plus phi. Alors en régime sinusoïdal, tous les éléments du circuit, alors si vous avez un circuit par exemple qui comporte une résistance bobine, condensateur, etc. Alors, tous ces éléments varient avec la même pulsation. Ça veut dire que le oméga, ou bien le terme exponentiel g oméga t, il est commun à la représentation de toutes les grandeurs sinusoïdales du circuit et peut donc être simplifié. Alors, donc, ce terme-là, le terme g oméga t, ou bien la pulsation oméga t, donc on peut la trouver donc alors pour toutes les grandeurs, ça veut dire courant et tension, alors qui sont le courant qui traverse par exemple donc les éléments de circuit comme résistance condensateur bobine, par exemple E de t c'est em cos oméga t plus phi. Alors, si phi qui change par exemple, pour la résistance, on peut avoir pour condensateur I égale, par exemple, à EMC cos oméga t plus phi c. Ça veut dire que toujours on a la même pulsation oméga. Donc, le terme exponentiel IG oméga t est commun donc à la représentation de toutes les grandeurs sinusoïdales du circuit et peut donc être simplifié. Ça veut dire on peut simplifier par ce terme-là, c'est-à-dire on va associer à x de t qui est égal à xm cos oméga t plus phi l'amplitude complexe x bar qui est égal à xm exponentielle g phi. Donc ici, on a simplifié par l'exponentielle eg oméga t. Alors phi ça varie bien sûr pour chaque élément de circuit.
Alors ça, ce qu'on appelle ces phaseurs, donc implique que x bar de t est égal à x bar exponentielle g oméga t ici. Donc vous avez x bar de t, c'est xm, exponentielle g phi, c'est x bar fois exponentielle g oméga t. Avec l'amplitude de xm, si on calcule ici l'amplitude de x bar, ça va donner c'est xm. Donc ici, l'amplitude de x bar, m de t, l'exponentielle g oméga t fait c'est 1, donc ça donne xm. Alors, impédance complexe d'un dipôle. Alors, soit un dipôle en régime permanent sinusoïdal, alors de tension E de t qui est égale à Em cos oméga t plus phi. Alors, on doit associer donc la tension complexe E de t qui est égale à Em exponentielle g oméga t plus phi. Alors, avec E qui est égal à Em exponentielle g phi. Donc, ça, c'est l'amplitude complexe. Alors, également, ce dipôle est traversé par un courant I de t qui est égal à Em cos oméga t plus phi prime. Alors donc, on lui a associé le courant complexe I bar de t qui est égal à Em exponentielle g oméga t plus phi prime, qui est égal à grand I bar exponentielle g oméga t. Alors avec I bar qui est égal à Em exponentielle g phi prime. Donc ça, c'est l'amplitude complexe de courant. Alors, l'impédance complexe Z bar d'un dipôle est définie par la relation Z bar est égal à U sur I. Alors, donc, ça, c'est le rapport de la tension complexe sur, alors, le courant complexe. Alors, qui est égal à le rapport, donc, de l'amplitude complexe de la tension sur l'amplitude complexe de courant. Donc, ici, déjà, on a simplifié, donc, par exponentielle de G oméga T, également sur exponentielle de g oméga t qui est commun pour U et pour I. Donc, il peut être simplifié directement. On peut écrire Z bar est égal à grand U sur grand I. Bar bar. Alors, donc, est égal à UM sur EM exponentielle G de phi moins phi prime. Alors, ici, donc, c'est UM sur EM exponentielle G delta phi. Alors, si on calcule le modèle de Z bar, ça donne donc, c'est Em sur Em car le modèle d'exponentielle G delta phi est égal à 1. Donc, le rapport Em sur Em, ça représente le modèle de Z bar. Donc, on peut écrire Z bar si le modèle de Z bar fois exponentielle G delta phi, ça c'est la forme polaire. Donc, voilà Z bar, ça c'est le modèle de Z, ça c'est delta phi qui représente, donc ici c'est la différence de phase de phi et phi prime. Donc, c'est phi moins phi prime. Alors, R, ça, c'est la partie réelle de Z bar et X, c'est la partie imaginaire. Alors, donc, Z est égal au modèle de Z bar est égal à UM sur M. Ça, c'est le modèle mesuré en ohm. Et delta phi qui est égal à phi moins phi prime. Alors, il y a déphasage entre la tension et le courant. Alors, donc, ce déphasage, il peut être positif, comme négatif, comme nul. Alors, l'impédance complexe Z de dipôle, donc ça c'est à partir du circuit, on peut déterminer Z bar qui est égal à R plus Gx. Ça c'est la forme algébrique. Alors, si implique que Z, alors on détermine ici le modèle de Z. Modèle de Z est égal au modèle de Z bar est égal à la racine de R carré plus X carré. Alors, Z bar est égal au modèle de Z exponentielle G delta phi. Qu'on va utiliser, c'est la formule de l'air. Donc, c'est égal au modèle de Z bar cos de delta phi plus G modèle de Z bar sinus de delta phi qui est égal à R plus Gx. Alors, donc ici, ce qui implique donc en faisant une comparaison, alors donc, une comparaison, bien une identification, alors on obtient donc R qui est égal à la partie réelle de Z est égal au modèle de Z fois cosinus de delta phi qui est égal à EM sur EM cos de delta phi. R, résistance des deux dipôles, et également X qui est égal à la partie imaginaire de Z bar, donc qui est égal au modèle de Z bar fois sinus delta phi est égal à UM sur EM sinus de delta phi. Alors, c'est X, c'est la réactance de dipôle. Alors, donc, on a R est égal à Z cos delta phi. X est égal à Z sinus de delta phi. Ça implique que delta phi est égal à l'arc tangente de X sur R. C'est l'argument de Z bar. Donc, ici, delta phi, vous avez tangente de delta phi est égal à X sur R. Donc, delta phi, c'est l'arc tangente de X sur R. La représentation de Fresnel.
Alors, on représente une grandeur ici sinusoïdale x de t qui est égale à a cos oméga t plus phi, avec a c'est l'amplitude alors de cette grandeur x de t. Alors, par un vecteur x qui est égal à OM, par un vecteur x qui est égal à OM qui tourne autour d'un point fixe O à la vitesse angulaire oméga, comme l'on montre cette figure. Donc ici, l'axe des x, l'axe des y. Alors sur l'axe des x, on représente ça, c'est l'origine de phase. Alors donc, on a x de t est égal à a fois cos oméga t plus phi. Donc il est représenté par un vecteur x qui est égal à OM ici. Le module de OM c'est a. Donc c'est l'amplitude de x de t, l'amplitude de x de t. Alors le module de OM égale à a. Ici oméga t plus phi. Donc c'est la phase ici. Donc, alors la longueur est égale à a, ça veut dire c'est le module, et OX, OM égale à oméga t plus phi. Donc, c'est la représentation de Fresnel. Alors, x de t est égal à a cos oméga t plus phi. Le correspond donc, ou bien on lui a associé le vecteur x qui est égal à OM, qui a deux composantes, c'est x qui est égal à OM, qui est égal à a, et par la phase oméga t plus phi. Avec oméga t plus phi, c'est l'angle entre le vecteur OM et la phase à l'origine, ou bien sur l'axe des x, origine des phases. Alors, soit de grandeur x1 de t, x2 de t, tel que x de t est égal à x1 plus x2 de t. Alors, c'est l'exemple, par exemple, d'une tension E de t qui est égale à E1 de t plus E2 de t. Ou bien encore en E de t qui peut s'écrire E de t est égal à E1 de t plus E2 de t. Alors x1 de t est égal à 1 cos oméga t plus phi 1, x2 de t est égal à 2 cos oméga t plus phi 2. Alors donc on va associer à x à la grandeur EM1 qui a comme module EM1 est égal à 1, et qui a comme angle C, angle de phase entre l'axe OX et EM1, c'est oméga t plus phi 1. Alors comme l'on montre ici cette figure, donc voilà. Ça, c'est OM1. Alors, la phase, c'est oméga t plus phi 1. C'est l'angle entre l'axe OX et le vecteur OM1 qui a comme module 1. OM1 égale à 1. Également, à la grandeur x2 de t qui est égale à 2 cos oméga t plus phi, on lui associe le vecteur OM2 qui a comme coordonnée le module OM2 qui est égal à A2. Donc, ça, c'est les composantes de vecteur M2. C'est A2 qui représente le module de M2. Voilà. Ça, c'est OM2. Ça, c'est A2. Et ça, c'est l'angle entre le vecteur EX et le vecteur OM2. C'est oméga t plus phi 2. Alors, x de t qui est égal à x1 de t plus x2 de t, on lui associer le vecteur OM qui est égal au vecteur OM1 plus le vecteur OM2. OM1, c'est le vecteur associé à la grandeur x1 de t, m2 c'est le vecteur associé à la grandeur x2 de t. Donc le vecteur OM, alors qu'il y a deux composantes. Première composante c'est le module OM, donc qui est égal à a, et la phase c'est oméga t plus phi qui est égal à l'angle entre le vecteur EX et le vecteur OM. Alors ici, comme vous voyez, le vecteur OM c'est la somme vectorielle de OM1 et OM2. Donc ici on trace la parallèle à OM2, la parallèle à également à OM1. Donc c'est un parallélogramme et ça c'est le vecteur résultant, le vecteur OM. Alors donc le but c'est de déterminer A et phi. Alors A et phi donc ils sont déterminés, phi déterminé à partir de la géométrie ici. Alors comme tous les vecteurs ont la même pulsation oméga, donc on peut simplifier la représentation en considérant les vecteurs à l'instant t égale à 0. Ça veut dire que on doit associer à x1 de t qui est égal à 1 cos oméga t plus phi le vecteur OM1 qui est comme composante 1 et phi 1. Alors au lieu d'utiliser oméga t plus phi 1, on utilise uniquement phi 1. Également à x2 de t, on associe donc le vecteur m de 2 de composante a2 phi 2 et x de t. Alors donc on lui associe le vecteur OM qui est égal à m1 plus m2 qui est comme composante a qui représente le module EM et phi. Alors comme l'on montre cette figure, l'axe xy c'est origine de phase. Donc ici vous avez OM1, vous avez uniquement phi 1 au lieu de oméga t plus phi 1.
Ça, c'est OM2. Alors, ça, c'est uniquement phi2 au lieu de oméga t plus phi2. Et ça, c'est le vecteur OM qui est égal à la somme de vecteurs OM1 et OM2. Alors, l'angle, c'est uniquement phi au lieu de oméga t plus phi, puisque oméga, il est commun pour toutes les trois grandeurs. Alors, pour calculer A, le modèle de A, alors A, c'est le modèle de OM. Alors, comme OM, c'est donc c'est la racine de OM scalaire OM. Alors, OM, c'est OM1 plus OM2, donc on remplace le vecteur OM. Alors, on obtient finalement, donc OM1 scalaire OM1, ça donne A1 carré, c'est le modèle de OM1. OM2 scalaire OM2, ça donne le modèle de A2, modèle A2 au carré. Et bien sûr, on obtient donc A égale la racine de 1 au carré plus A2 au carré plus 2 le modèle de OM1 fois le modèle de M2 fois l'angle entre OM1 et M2, donc c'est phi2 moins phi1. Donc A, c'est la racine de 1 au carré plus A2 au carré plus de 1 A2 cosinus de phi2 moins phi1. Alors, circuit électrique en régime quasi-stationnaire, cas des circuits sinusoïdaux. Alors, le déphasage entre deux grandeurs sinusoïdales. Alors, soit E de t qui est égal à EM sinus oméga t plus phi, une tension alternative appliquée aux bornes d'un élément passif, comme résistance, bobine, condensateur, etc. Et E de t qui est égal à EM sinus oméga t plus phi prime, un courant alternatif. Alors, c'est en régime permanent de même pulsation que E de t. Alors, la différence de phase de phi prime moins phi est appelée déphasage de E de t par rapport à E de t. Alors, si phi prime moins phi est négatif, alors E de t, on avance de phase sur E de t. Donc, phi prime, c'est pour le courant E de t. Donc, la phase pour le courant E de t, elle est inférieure à celle pour le courant, pour la tension E de t. Donc, E de t est en avance de phase sur E de t, ou bien E de t est en retard de phase sur, alors, E de t. Alors, si phi prime moins phi est positif, E de t est en retard de phase par rapport au courant. Si phi prime moins phi égale à 0, alors E de t et E de t sont des en phase. Si phi prime moins phi est égal à plus ou moins P sur 2, E de t et E de t sont en quadrature de phase. Si phi prime moins phi est égal à plus ou moins, alors pi, E de t et E de t sont en opposition de phase. Alors les éléments passifs encore alternatifs, on va commencer par un circuit ne comprenant qu'une résistance pure. Alors, soit une résistance R alimentée par une source de force électromotrice alternative, E de t, qui est égal à EM cos oméga t plus phi. Alors, et par un courant alternatif E de t, qui est égal à EM cos oméga t plus phi de R. Alors, comme le montre cette figure, donc vous avez ici un générateur donc de tension E de t qui délivre un courant E de t. Ça, c'est la résistance R, donc qui est traversée par le courant E de t. Alors, le but, c'est de déterminer le courant E de t, ça veut dire déterminer l'amplitude de courant E de M et phi de R. Alors, la loi d'Ohm, on a U est égal à R E de t ici. U est égal à R E de t. Notation complexe, donc U bar est égal à R E de t. Et on définit l'impédance complexe par le rapport Z qui est égal à le rapport de la tension sur le courant qui est égal à R. Donc ici, on peut donc remplacer ce circuit-là par, alors ce circuit, alors donc qui porte des éléments complexes, ici c'est R, ça c'est en notation, donc circuit en notation complexe. Donc la résistance c'est Z bar ici qui est égal à R, ici c'est la tension borne de générateur, c'est U bar de T. Et le courant qui traverse la résistance R, c'est E bar de T. Alors, on a U de t est égal à UM cos oméga t plus phi, donc lui associé donc la tension complexe U de t, qui est égal à EM exponentielle G oméga t plus phi, qui est égal à U bar exponentielle G oméga t, avec U bar c'est EM exponentielle G, c'est l'amplitude complexe de tension. De même, E de t qui est égal à EM cos oméga t plus phi R, lui associé donc le courant complexe E bar de t qui est égal à EM exponentielle G oméga t plus phi R, qu'on peut écrire aussi c'est E bar exponentielle G oméga t avec E bar qui est égal à EM exponentielle G de phi de R, c'est l'amplitude complexe de courant. Alors donc on va calculer l'impédance complexe, Z bar c'est le rapport de U complexe sur I complexe,
Alors ici, qui dire, on peut écrire directement, alors sur U bar sur E bar, avec U bar c'est l'amplitude complexe de tension sur l'amplitude complexe de courant. Alors donc on remplace U bar et E bar par leur expression, on obtient si EM sur EM exponentielle de J phi moins phi R. On calcule le module de Z bar, c'est UM sur EM car le module exponentielle J moins phi R égale à 1. Et par suite on peut écrire Z bar. On va remplacer EM sur EM par le module. Donc, c'est le module de Z bar fois exponentielle de J de phi moins phi bar. Alors, on a Z bar est égal à R, ce qui implique que le module de Z bar est égal à R, ce qui implique donc que Z bar est égal à R fois le module de Z bar fois exponentielle G0. Donc, je peux l'écrire ici, exponentielle G0, c'est 1. Donc, alors, par identification avec cette expression, alors on obtient donc phi moins phi R égale à 0. Le module de Z bar est égal à EM sur M égale à R, ce qui implique que phi R égale à phi et EM donc est égal à UM sur R. Alors donc I de T qui est égal à EM cos oméga T plus phi R est égal à EM sur R cos oméga T plus phi. Donc delta phi est égal à phi moins phi R égale à 0, ce qui implique que la tension I de T et le courant I de T sont en phase, comme le montre cette figure. Donc ça c'est E de T en rouge, E de T en vert. Donc ils ont même, alors leur maximum il est situé au même point T, également leur minimum il est situé au même point T. Alors donc Z bar est égal à R, la réactance est égale à 0, donc je peux représenter alors Z en notation complexe. Ça c'est l'axe des Y, c'est la partie imaginaire, l'axe des X c'est la partie réelle. Donc ici, donc c'est comme X égale à 0, donc il n'y a que la partie réelle, donc on représente ici R, donc Z bar égale à R, ça c'est toujours le sens positif. Sens positif pour les angles. Alors on passe au circuit, nous comprenons qu'une capacité pure. Alors soit un condensateur de capacité C connecté aux bornes d'une source de force électromotrice alternative E de T qui est égale à EM cos oméga T plus phi, produit un courant sinusoïdal E de T est égal à IM cos oméga T plus phi de C. Alors le but c'est de calculer le courant E de T qui traverse le condensateur, ça veut dire déterminer EM et déterminer alors l'angle de phase phi C. Alors on sait que le courant I de T est égal à dQ sur dt, Q c'est C fois U, donc I de T est égal à C fois du sur dt. Alors on va passer une notation complexe. Donc E de T c'est EM cos oméga T plus phi, on va associer donc la tension complexe E de T égale à EM exponentielle G oméga T plus phi. Alors, donc, on va calculer le courant. Alors, ici, U de T, c'est C du sur dt. On va passer à la notation complexe. Donc, I bar de T est égal à C fois D de U bar sur dt. Or, U bar, c'est EM exponentielle G oméga T plus phi. Donc, on va dériver cette expression par rapport au temps. La dérivée, ça donne, c'est G oméga. Donc, on obtient I de T qui est égal donc à C, voilà C, fois la dérivée de E de T, s'il y a EM, donc c'est C, ça donne C oméga fois EM, donc U bar de T c'est G, C oméga EM exponentielle G oméga T plus phi, or U bar de T c'est EM exponentielle G oméga T plus phi, donc je remplace ici EM exponentielle G oméga T plus phi par U bar de T, donc U bar de T est égal à JC oméga U bar de T. Alors, donc, on calcule l'impédance complexe associée à la capacité C. Alors, soit Z bar qui est égal à ZC, donc c'est toujours le rapport de la tension complexe sur le courant complexe. Donc, U sur I, ça donne, donc voilà, U sur I, ça donne moins 1 sur JC oméga. On multiplie par J, ça donne donc sur le numérateur J carré qui est égal. Alors, dénominateur J carré est égal à moins 1. On multiplie donc par J, ça donne moins J sur C oméga. Donc ici, la partie réelle de ZC égale à 0, il n'y a que la partie imaginaire. Alors le modèle de ZC, donc on calcule le modèle de ZC, c'est 1 sur C oméga, s'appelle, c'est la réactance capacitive. Alors d'ici, donc en passant par cette représentation à la représentation complexe, alors donc C est représenté par ZC, donc c'est qui est égal à 1 sur G C oméga, et c'est la tension E de T est remplacée par la tension U
U bar. Alors, circuit, nous comprenons toujours qu'une capacité pure. Alors, on a U bar de T, c'est M exponentielle G oméga T plus phi qui est égal à U bar exponentielle G oméga, la tension complexe. Avec U bar, c'est EM exponentielle G phi, c'est l'amplitude complexe de tension. Également, I bar de T, c'est M exponentielle G oméga T plus phi C qui est égal à I bar exponentielle G oméga T, c'est courant complexe. Avec I bar qui est égal à M exponentielle G phi C, c'est l'amplitude complexe de courant. Alors, on va calculer l'impédance complexe ZC, donc qui est égal à U bar sur I bar, qui est égal à U, l'amplitude complexe de la tension sur l'amplitude complexe de courant, donc qui est égal à EM sur EM égale fois l'exponentielle G de phi moins phi C. Alors qu'on peut écrire encore UM sur EM, ça représente le module de ZC. Donc Z bar de C, c'est le module de Z fois exponentielle de G de phi moins phi C. Alors ça départ d'autre part. À partir du circuit, on a montré que ZC, c'est moins G sur C oméga. Donc, moins 1, je peux l'écrire que c'est l'exponentielle moins GP sur 2. Donc, si vous explicitez exponentielle moins G P sur 2, ça donne c'est cosinus de moins P sur 2, moins G sinus de P sur 2. Donc, ça donne c'est moins G. Donc, Z bar de C, c'est donc 1 sur C oméga, ça représente, donc c'est le module de ZC fois l'exponentielle moins GP sur 2. Alors, donc, on va faire ici une identification. Alors, on obtient phi moins phi C est égal à moins P sur 2. Et le module de ZC est égal à UM sur EM qui est égal à 1 sur C oméga. Alors, on tire ici que phi 1 DC, alors là, donc, l'angle de phase pour le condensateur est égal à phi plus P sur 2. EM, donc, est égal à C oméga EM. Donc, voilà pour déterminer donc le courant condensateur qui traverse le condensateur. Donc, il est caractérisé par son amplitude EM est égal à C oméga EM et par son angle de phase phi de C est égal à phi plus P sur 2. Alors ici, c'est la représentation, l'axe des Y partie imaginaire, l'axe des X partie réelle. Ça, c'est le sens positif pour les angles. Donc, ZC est égal à moins G sur C oméga. La partie réelle, c'est 0. Donc, la partie positive, c'est vers le haut. La partie négative, c'est vers le bas. Donc, G, il est sur l'axe des Y. Donc, ZC est égal à moins G sur C oméga. Et l'angle, donc l'angle phi de C, c'est l'angle entre l'axe des X et ZC. Donc, cet angle, il est vers ce sens. Donc, ça vaut moins P sur 2. Alors donc, I de T est égal à IM cos oméga T plus phi C. On remplace IM, c'est par C oméga EM. On remplace phi de C par phi plus P sur 2. Alors, on a ici l'angle phi de C, c'est phi plus P sur 2. Donc, il est supérieur à phi. Alors, phi, c'est l'angle de phase pour la tension I de T. Donc, le courant I de T et en quadrature avance de phase. Ça veut dire avance de P sur 2 sur la tension E de T. Alors, il est en avance de phase puisque phi de C est égal à phi, puisqu'il y a la différence est de P plus sur 2. Donc, le courant E de T en quadrature avance de phase, alors sur E de T. Donc, ici, comme le montre cette figure, donc ça c'est la tension, ça c'est le courant E de T, donc la tension ici. Ou bien ici, donc, la tension. Alors ici, il est en quadrature retard de phase par rapport à E de T. Donc, le courant E de T en quadrature avance de phase. Donc, c'est le courant qui procède le maximum le premier. Donc, celui qui est en avance de phase par rapport à la tension. Alors, circuit, nous comprenons qu'une inductance pure. Alors, sur un circuit, quand on a un inducteur d'inductance L, connecté aux bornes d'une force électromotrice alternative E de T qui est égale à EM cos oméga T plus phi, qui produit un courant sinusoïdal, I de T est égal à M cos oméga T plus phi de L. Alors ici, comme l'on montre la figure, vous avez donc ici un circuit qui est composé donc d'un inducteur d'inductance L, générateur ici, de tension I de T qui délivre un courant I de T. Alors donc, le but c'est de déterminer le courant qui traverse cette bobine-là. Alors, ça veut dire qu'il faut calculer le maximum I de M, il faut calculer donc la phase phi de L, ou bien l'angle de phase phi de L. Alors, on sait que E de T, U, c'est D phi sur
dt aux bornes de la bobine. La tension c'est U, c'est dφ sur dt. Alors phi c'est LE, le flux c'est L fois I. Donc c'est d sur dt LE, donc c'est L d de I sur dt. Alors on peut tirer ici le courant I de t, c'est 1 sur L, l'intégrale de U de t d de t. Alors on va passer à la notation complexe. Alors U de t c'est EM cos oméga t plus phi, on va lui associer donc la tension complexe U de t est égale à EM exponentielle J oméga t plus phi. Alors on a I de t c'est 1 sur L, l'intégrale U de t de dt. Donc on va passer à la notation complexe, donc I bar de t est égal à 1 sur L, l'intégrale de U bar d de t. Donc ici, on a l'expression de U bar de t, c'est EM exponentielle J oméga t plus phi. Donc on va calculer l'intégrale de U bar d de t. L'intégrale, donc ça va donner, c'est 1 sur, donc ici c'est, alors c'est G oméga, donc ça donne I bar de t, c'est 1 sur GL oméga UM exponentielle J oméga t plus phi. Or, UM fois l'exponentielle J oméga t plus phi, c'est E bar de t, qu'on va remplacer EM exponentielle J oméga t plus phi par E bar de t. Et par conséquent, alors, I de t, I bar de t, ça veut dire c'est la tension complexe de courant égale à 1 sur GL oméga fois U bar de t. Alors l'impédance complexe associée à l'inductance L, alors est Z bar est égal à ZL, c'est le rapport de la tension complexe sur le rapport de courant complexe, donc qui est égal à GL oméga. Donc ici, comme vous voyez, la partie réelle de ZL, alors elle est nulle. Alors le module de ZL égale à L oméga, c'est l'impédance de self. Alors donc ici, on va passer de cette présentation à la présentation complexe. Donc ici, la bobine d'inductance L, donc il aura donc une impédance Z bar de L qui est égale à GL oméga. Générateur U de T passera à, va être représenté par alors de la tension complexe, alors U de T ou bien par l'amplitude complexe U. Alors on a donc U bar de T, c'est EM exponentielle J oméga T plus phi qui est égal à U bar exponentielle J oméga T, tension complexe, avec U qui est égal à EM exponentielle J, c'est l'amplitude complexe de la tension. Également on a le courant I bar de T, c'est EM exponentielle J oméga T plus phi de L, qu'on peut écrire c'est I bar exponentielle J oméga T, avec I bar c'est l'amplitude complexe de courant qui est égal à M exponentielle G fait L. Alors on calcule ici l'impédance Zn, c'est le rapport de la tension complexe sur le courant complexe, est égal à U sur I. Alors donc c'est l'amplitude complexe de tension sur l'amplitude complexe de courant qui est égal à EM sur EM exponentielle J moins phi L. Alors EM sur EM, ça représente c'est le module de ZL car le module d'exponentielle J phi moins phi L égale à 1. Donc par conséquent Z bar de L, module de Z L fois exponentielle de J de phi moins phi de L. Alors on sait que ZL à partir du circuit donc est égal à GL oméga, qu'on peut écrire c'est L oméga fois exponentielle J pi sur 2, car J peut s'écrire c'est exponentielle J pi sur 2, exponentielle J pi sur 2 c'est cosinus de P sur 2 plus J sinus de P sur 2 et c'est ça donne J. Donc L oméga, donc ça représente c'est le module de ZL, donc ZL c'est le module de ZL fois exponentielle Gp sur 2. Donc d'un part on a Z bar de L égale module de ZL exponentielle de J phi moins phi L, et d'autre part on a Z bar de L égale module de ZL fois exponentielle Gp sur 2. Alors ici donc c'est la représentation, donc GL ZL égale à GL oméga. Alors GL oméga c'est positif, donc la partie réelle c'est 0, donc ZL c'est G, donc il est confondu avec l'axe des Y. Donc c'est GL oméga ici. Alors donc l'angle GP sur 2, donc P sur 2 ça représente c'est l'angle entre l'axe des X et Z. Donc ça il est dans le sens positif. Alors donc ici par identification on obtient donc phi moins phi L égale à P sur 2 et on a donc le module de ZL qui est égal à L oméga et égal aussi à EM sur EM. Donc on obtient donc phi de L égale à phi moins P sur 2 et M égale à EM sur L oméga.
Alors donc, on a déterminé L, on a déterminé EM et par conséquent, donc on a déterminé le courant I de T qui est égal à EM cos oméga T plus phi L égale donc à EM sur L oméga cos de oméga T plus phi moins P sur 2. Alors donc, ici, ça implique que phi de L qui est égal à phi moins P sur 2, elle est inférieure à phi. Donc, le courant I de T est en quadrature retard de phase. Alors ici, quadrature, de fait de l'existence, ici, vous avez moins P sur 2. Donc, le courant I de T en quadrature retard de phase. Le retard est U2 a aussi un moins ici. Donc, retard de P sur 2 sur la tension U de T, comme le montre cette figure ici. Donc, vous avez ici la tension en bleu et le courant, alors c'est en orange ici. Alors, celui qui atteint le premier maximum, c'est la tension. Donc, c'est la tension qui est en avance quadrature de phase. Et le courant I de T en quadrature retard de phase. Et merci pour votre attention.